Est-ce que vous m'entendez bien? On va passer sur cet écran. C'est bon, on m'entend bien? Ok, c'est parfait. Il y a mon chat qui est là, cette espèce de petit con là. Non, c'est pas grave. Allez, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Radio Dojo. Radio Dojo, le chat qui a sursauté. Radio Dojo, votre rendez-vous bimensuel, un mercredi sur deux à 21h. Et cet épisode va sortir un peu du lot, on va pas se mentir, parce que lorsqu'on a voulu aborder le sujet de ce soir, on avait commencé par se dire, bon bah si on faisait un petit historique, tout ça, et puis j'ai vu que l'historique s'élevait jusqu'à l'Antiquité. Pour un seul Radio Dojo, ça aurait été un peu compliqué, donc on va éviter de partir sur ça. Attends, je vérifie si... Ouais, le micro est bien... on va éviter de partir sur ce genre de truc, et on va plutôt se concentrer sur l'expérience de notre invité sur la question. Et mon invité, c'est un écrivain qui est né à Lorient en 78, qui est autant influencé par la littérature que le cinéma. Donc on peut citer du coup Quentin Tarantino, Tim Burton, Jean-Pierre Jeunet, Michel Gondry ou Terry Gilliam et les Monty Python. Mais dans la littérature également par Edgar Allan Poe, Tolkien, Barjavel, Pratchett ou Boris Vian. Il a principalement écrit, il nous en parlera, mais il a principalement écrit des nouvelles entre 2014 et 2019. Et il a écrit en 2015 son premier roman, La Balafre de Dieu, aux éditions Underground, qui va être réédité chez Muse Éditions. Et je sais qu'il y a un ou deux membres de l'équipe de Muse qui me regardent, parce que je suis également édité chez eux. Et du coup, c'est un roman qui fusionne l'imaginaire avec le surréalisme, enfin la science-fiction et le policier avec le surréalisme et la dystopie. Et du coup, on va pouvoir parler un peu de son parcours et de comment il a opéré ce mélange hors du commun. Et par là même, on va devoir faire un tour tournant parce que vous savez que d'habitude je réserve une première partie sur l'invité et une deuxième partie sur le thème. Là, on va devoir mixer un peu les deux. Et du coup, ce sera un radio dojo plus promotionnel qu'à l'accoutumée. Je vous demande d'accueillir, et cette fois-ci, on va pas faire le con, Francis Brunet Junior. Salut à toi. Bonjour. Comment vas-tu? Bah ça va pour l'instant, je stresse pas trop. Non, ça va aller, on est en mode détente. Y'a pas de soucis, ce n'est pas une interview piège, ce n'est pas dans la philosophie de Radio Dojo de faire ça. Donc, on va commencer par... Enfin, je vais le dire, on va commencer par parler un peu de toi parce que tu es aussi là pour ça, mais du coup, comme je l'ai dit, ça mixe des deux. On va commencer par une question, on va remonter un peu dans le passé. Ça a été quoi tes premiers pas dans la littérature? Quels sont été les premiers bouquins que tu as lus? Alors, les premiers bouquins que j'ai lus, ça date de très très loin puisque j'ai commencé à lire dès mes premiers pas dans l'écriture. J'ai appris à lire très très vite et à écrire très très vite. À 5 ans, je savais lire et écrire. Ah, Oui, non mais ça a été c'est un point commun qu'on nous fait parce que moi, étant autiste, j'ai appris très tôt aussi, donc... c'est devenu très vite un exutoire parce que ça, je l'évoque un peu de manière détournée dans La Balafre de Dieu. J'ai été victime de harcèlement et par le corps professoral et par le corps des petits-enfants qui suivent très facilement le corps professoral quand il faut dire faire des mauvaises choses. Et ben, il a fallu que je m'évade et c'est l'écriture et la lecture qui m'ont permis de m'évader. Et tes parents, ils réagissaient comment à tout ça? Eh bien, ils m'ont soutenu, mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas évident j'étais métisse, je le suis d'ailleurs toujours. Hein. Ma mère, étant péruvienne, elle était venue en France avec mon père. Elle ne parlait pas un mot de français au départ. Il parlait anglais, espagnol, et donc ça a été très mal perçu par l'éducation nationale au départ. Donc ils ont dit cet enfant ne rentrera pas à l'école s'il ne parle pas uniquement français. Donc j'ai eu un dégoût des langues au départ. Et par la suite, j'ai eu des petits problèmes de santé au niveau des oreilles et je suis tombé sur une professeure qui m'a mis au fond de la classe en disant cet enfant est un débile mental, Dixit, je m'en souviens encore, et vous ne lui parlez pas. Et elle n'a pas voulu me laisser passer en CP. Et c'est là que ma mère est intervenue et grâce à la psychologue scolaire, j'ai pu passer en CP, qui approuve, parce qu'elle a dit justement, il a les moyens de suivre une scolarité tout à fait normale. Et arrivé le premier jour, c'est pour la petite anecdote, le premier jour de CP,
Et on avait un professeur qui, pour le coup, était quelqu'un de très, très bien, qui m'a un peu permis de renouer un peu avec le corps professoral, et qui nous avait dit, vous avez le choix entre différentes idées d'histoire, et on va voter après pour ces histoires. Alors tout le monde, c'était, oh, je vais parler de mes vacances, je vais parler de mes anniversaires, je vais parler de tout ce genre de choses. Et arrive donc mon tour, et tous les enfants qui m'avaient connu comme étant le débile mental, parce que on était sur la même école, ils étaient un peu curieux de savoir de qu'est-ce que j'allais encore sortir. Et moi, je leur ai dit, bah, je vais parler de mes chaussures qui se réveillent la nuit, qui vivent des aventures. Donc, grand éclat de rire. Mais ils étaient quand même curieux de savoir jusqu'où j'allais aller. Et ils ont voté pour mon histoire. Et de là, bah, j'ai commencé à raconter au début oralement cette histoire. Puis, quelques semaines plus tard, à l'écrit, les histoires de mes chaussures qui se réveillaient la nuit, qui vivaient des aventures. Donc ça a été mes premiers pas dans l'écriture, pardon. Et en parallèle, bah, je lisais tout ce qui me tombait sous la main dans la bibliothèque. Et très vite, bah, j'ai pas arrêté. Hein. J'ai très vite lu des livres dont on est le héros, du Shakespeare, du Tolkien. Je me suis pas arrêté à les histoires d'âge. J'ai lu tout ce qui me tombait sous la main. Attends, mais t'avais quel âge quand t'as lu Tolkien et Shakespeare? J'avais 8-9 ans. Quoi? Attends, attends. Non mais parce que ce genre de classique à cet âge-là, c'est pas forcément les trucs les plus abordables. Franchement, respect, hein. Merci. Ben, je me suis pas arrêté à ça. En fait, Shakespeare, c'était plus un défi parce que j'entendais à chaque fois parler, tu vois, dans les séries américaines ou dans les films américains, du dégoût qu'ils avaient de Shakespeare en disant, oh, on va étudier Shakespeare. Et moi, j'étais dans une sorte de défi. Je me disais, bah, s'ils ont pas voulu, je vais le faire, moi. Et quand j'ai lu Hamlet la première fois, je me suis dit, mais c'est ça. Mais c'est génial. Il y a du sexe, il y a du sang, il y a du drame, il y a de l'action. Et franchement, je suis tombé dedans, quoi. Mais c'est compréhensible parce que l'humain a toujours envie de braver les interdits. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, je jouais à la déesse la nuit sous la couette. Mais parce que je savais que ma mère me l'interdisait. Parce que t'as envie de braver les... Désolé, maman, hein. C'est un peu... Désolé. Elle l'a découvert, elle m'a bien engueulé. Hein. Mais oui. Mais d'accord, donc et du coup c'est ce côté un peu sulfureux qui t'avait plu chez Shakespeare. C'était ce côté un peu. Ah oui, 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 c'est tout à fait ça. En même temps, c'est le côté, déjà on peut l'évoquer, le côté mélange des genres, et en même temps, c'est ce côté sulfureux, ce côté interdit, ce côté aller contre les autres, puisque tout le monde m'avait taxé de différent, de débile mental, d'aller contre les autres. Eh bien, j'ai en quelque sorte fini par cultiver cette différence. Mais je t'imagine tellement quand les gamins découvrent le Roi Lion pour la première fois, ils sont en mode oh c'est trop bien, et toi t'es en mode plagiat de Hamlet. C'est ça, tout à fait. Ah vraiment en plus c'était pour la blague, mais oui du coup ouais, t'étais là t'es en mode je vois de quoi tu t'es inspiré le film. Et à quel moment t'as commencé à te poser la question de la professionnalisation, c'est-à-dire du coup tu as commencé avec cette histoire sur tes chaussures vivantes. Moi je trouve ça dingue, moi j'aurais été prof, j'aurais mis un 20 pour l'imagination, un truc de fou. Mais ça a été quoi le déclic qui t'a fait dire tiens mais je vais poursuivre pour une démarche plus professionnelle, je vais en faire ma vocation quoi en quelque sorte. Alors j'ai pas pensé sous le coup de professionnalisation, et là ça va peut-être paraître présomptueux de ma part, je l'ai pensé comme quelque chose d'inné plutôt. C'est-à-dire, quand j'ai appris à écrire et à lire, mais surtout à écrire, je me suis dit, c'est une évidence. Je suis né pour ça. Après, qu'importe si j'étais connu par des millions de personnes, mais j'étais né pour ça, et ça me paraissait évident qu'un jour je serais publié. T'avais des prédispositions? Encore une fois, que ce soit pour plusieurs millions de personnes ou que ce soit pour 3 personnes, mais c'était une évidence. Oui, t'avais des prédispositions. Est-ce qu'on peut dire quelque part que c'était vital pour toi, non?
Comment? T'avais des prédispositions de ce que tu me dis, c'est-à-dire que tu dis c'était inné, donc t'avais des prédispositions à ce genre de carrière. Et peut-être que c'était peut-être quelque chose. On en parlait avec Pierre Brelet lors de la première de Radio Dojo. Il avait expliqué que c'était plus. Parce que j'avais dit c'est une drogue pour toi en quelque sorte. Il m'a dit c'est plus que ça, c'est vital. Est-ce que pour toi aussi c'est vital l'écriture? Ah ben, je sais que la première fois que j'ai connu une période de page blanche, comme on l'appelle, j'ai cru que je mourrais. Putain, ouais. Donc, on m'avait arraché totalement toute raison de vivre. Je n'étais plus moi. C'est comme si on avait enlevé la partie qui rêvait. Et là encore, ça fait référence à une partie de la balafre de Dieu où il y a le crève-jour qui est une machine qui enlève les rêves et les sentiments de la tête des gens pour leur permettre de vivre dans une société dite parfaite. Et c'est un peu le principe. J'étais une page blanche, j'étais une page qui n'avait aucun sens, j'étais une page vide, mais qui n'avait pas vocation à être remplie du coup. Et alors que moi, je voulais être rempli, je voulais me colorier de toutes les couleurs de l'univers jusqu'à en inventer de nouvelles. Et j'ai toujours eu le regret de ne savoir dessiner ou de ne savoir peindre. Et je me suis toujours dit, vu que je n'arrive pas à faire ça, il faut que je le fasse avec les mots. D'accord. Ok, ok, ok. Alors, hop, attends, 2 secondes. Et ah oui, c'est bon. Excuse-moi, j'ai eu un peu de cerveau. Comment et pourquoi tu t'es retrouvé, parce qu'on a vu du coup, quand j'ai résumé un peu ton parcours, tu as fait principalement des recueils de nouvelles. Comment tu t'es retrouvé à être dans ces recueils de nouvelles et pourquoi t'as voulu commencer par cette étape? Je te pose la question parce que moi, pour mon cas, j'ai débuté direct avec une histoire courte illustrée, alors que toi, t'es passé par la case recueil de nouvelles, donc c'est pour savoir qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers les recueils de nouvelles. Est-ce que c'était pour tâter le terrain, pour expérimenter, ou est-ce que c'était pour quelle raison? Alors en fait, c'est la publication qui a voulu que je sois d'abord par le biais des nouvelles publiées, mais je ne me considère pas comme novelliste. Je me considère plus au départ comme romancier ou comme poète. J'ai commencé véritablement par écrire du roman à l'âge de 9 ans, par une saga fantasy. Et lorsque je suis arrivé justement à Reims, la nouvelle ville où je suis, parce que il fallait vraiment que je m'évade. J'avais beaucoup souffert du départ de ma Bretagne et j'ai trouvé que la fantaisie à l'époque, me permettait d'exprimer le côté univers fantasy très proche des légendes celtes. Et beaucoup Tolkien en plus, ça faisait d'une pierre deux coups. Donc j'avais écrit des romans. Et par la suite, j'ai écrit aussi à l'adolescence beaucoup de poèmes, puisque à l'adolescence, je trouvais que ça s'exprimait beaucoup mieux mes émotions par le biais d'impressions, comme je les appelais, un peu à la manière de l'impressionnisme. Encore, je me réfère un peu à la peinture. Comme je ne savais pas peindre, j'utilisais les mots d'une manière très pulsionnelle pour sortir d'un seul trait des poèmes en vers libre en général, et que j'appelais donc impression. Et lorsque j'ai fait partie de groupes, notamment de poésie, j'ai commencé à mettre en scène ces poèmes et à faire aussi des pièces de théâtre. Et c'est pas vraiment venu les nouvelles, pas tout de suite. C'est justement quand on m'a proposé de faire ça que j'ai dit bon bah on va s'y mettre. Mais au départ, moi j'étais parti pour proposer et mes poèmes et mes romans. C'est venu à moi tout simplement. Mais je considère que la nouvelle est un exercice très particulier et que je n'ai pas encore toutes les codes, alors que je suis beaucoup plus à l'aise dans un roman où je vais pouvoir m'étendre, je vais pouvoir jouer un peu plus sur les cliffhangers, sur les chutes, alors qu'il faut être beaucoup plus
précis, je dirais, sur la nouvelle. D'autant plus quand il y a des appels à texte où on est soumis au deadline, on est soumis au signage très, très, très serré. Quand vous avez 40 000 signes, espace compris, à remplir maximum, c'est très, très délicat de faire une nouvelle. Tu t'es retrouvé étouffé par les contraintes du format. Oui, oui. D'ailleurs, je salue Lucas et Divadon qui nous ont rejoints dans le chat. Mais du coup, ouais, c'est les contraintes qui tombent. Mais malgré tout, ça a été quand même une bonne expérience ou les contraintes t'ont vraiment totalement étouffé? Non, t'as quand même. Ok. Non, 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 j'ai toujours suivi mes envies. Donc, les appels à texte que j'ai faits, c'était des appels à texte que je voulais faire. Et si je voyais à un moment que les contraintes étaient trop fortes, eh bien, je passais outre et je transformais soit en novella, soit en roman, voire plus en saga. D'accord. Donc, je me contraignais pas. Donc, voilà. Il y a des appels à texte qui sont devenus carrément des romans. Et j'ai eu la chance. Tu sais, d'ailleurs, tu les as pris et t'as développé un peu comme quand un réalisateur prend un court métrage et décide d'en faire un long métrage. Toi, c'était pareil. T'as pris une nouvelle, t'as décidé d'en faire un truc beaucoup plus long. Tout à fait. L'analogie justement avec le cinéma est très, très pertinente puisque j'utilise beaucoup ce côté cinématographique. Si je vois que dans ma chronologie, dans mes plans, dans mon découpage un peu le storyboard, je dépasse, bah, je me dis autant aller plus loin, hein. Autant développer la psychologie du personnage. Et au moins, t'as pas la question du pognon parce que adapter un court métrage en long métrage, ça coûte du pognon. Là, bah, t'as juste quelques pages de texte de plus sur ton Word, donc ça va. C'est ça. La seule problématique, c'est qu'on n'est plus dans le cadre de l'appel à texte. Et c'est pas toujours évident après de passer d'un appel à texte où on se sentait plus ou moins à l'aise, mais on était dans le cadre du sujet. Je vais m'amener avec mon nouveau roman et essayer de trouver un nouvel éditeur. Tu parlais un peu du fait que la peinture, tout ce qui est imagerie visuelle, ça t'a beaucoup aidé pour ton travail. C'est pour ça, par exemple, que tu as cité Tim Burton. Il y a Tim Burton qui est cité dans tes influences sur ton Babelio. C'est du coup l'imagerie de Burton, en tout cas des premiers Burton, qui t'a aussi aidé, ce côté un peu loufoque et surréaliste enfin pas surréaliste, mais ce côté un peu loufoque et burlesque dans Tim Burton, ça t'a aidé ou c'est l'imagerie gothique? Alors, c'est plus l'imagerie gothique qui m'a aidé. D'accord. Concernant le burlesque, le loufoque, ça serait d'autres références. Mais non, c'est vraiment l'imagerie gothique, que ce soit les Batman ou... Parce que Beetlejuice, des fois, ça part un peu en cacahuète. Hein. Il y a des moments, c'est très loufoque, le film. C'est très loufoque, ouais. Mais pour moi, ça n'est pas encore assez long. Hormis pour Jack Nicholson, qui est un acteur génial en Joker. Mais j'ai beaucoup aimé l'imagerie gothique. D'ailleurs, j'ai été voir le deuxième Batman. J'ai été le voir au moins 3-4 fois au cinéma pour essayer de voir à peu près le jeu des couleurs, l'ambiance. En plus, il y a Danny Elfman qui est derrière pour la musique qui imprègne un peu plus l'imagerie d'une ambiance supplémentaire. Donc voilà que je me sers de ça. Du coup, pour parler un peu de comment t'as travaillé sur... Attends, oui. Du coup, avant de commencer à parler un peu de ton travail sur ton roman La balafre de Dieu, on va commencer par définir un peu parce que du coup, tu m'avais défini en bac, tu m'avais défini comme un mélange entre de la science-fiction, de la dystopie et du surréalisme. Donc on va faire un truc très standard, c'est définir ces termes. Comment tu définirais ces trois termes? Dystopie, science-fiction et surréalisme. Alors, bon, déjà, dystopie pour moi, c'est un sous-genre de la science-fiction. D'accord. Donc, science-fiction, on est dans quelque chose, dans un genre qui n'est pas proche d'une autre, où il y a la science, justement, qui prend son essor, qui va interroger l'être humain
dans un cadre différent d'une autre. Et le dystopie, c'est dans un univers qui se voudrait parfait et qui a ses grandes limites parce que justement, elle contraint l'humanité avec tous ses travers. Et le surréalisme, alors là, je séparais deux choses parce que même si j'utilise beaucoup le côté en parlant de surréalisme, c'est-à-dire quelque chose qui va parler de l'onirisme, donc de l'ordre du rêve, ou du symbolisme, pour essayer de faire ressortir la vérité, la réalité. Donc on est dans une sorte de métaphore constante. Mais j'aime bien parler, et là je vais évoquer Boris Vian, j'aime bien parler, pour ceux qui connaissent un peu Boris Vian, de la pataphysique. La pataphysique. Ouais, la pataphysique, qui est un mouvement dont a fait partie justement Boris Vian et d'autres écrivains, qui s'apparente un peu justement au surréalisme, où on était dans un monde complètement symbolique et un peu fou, burlesque, loufoque, mais qui évoque vraiment dans sa folie le monde tel qu'il est aujourd'hui. Je vois. Mais vu que tu parlais de Boris Vian, il y a un de ses livres les plus connus aujourd'hui, c'est L'écume des jours. Est-ce que tu rejoins cette critique qu'il peut y avoir qui disent, parce que certains disent que c'est un livre qui a été un four à sa sortie, en tout cas qui n'a pas marché, et qu'il est devenu populaire plus tard via ses rééditions. Certains disent que c'est simplement un échec, comme il y en a plein, c'est-à-dire des œuvres qui ont eu un échec démérité et qui ont été rétablies par la postérité. Et il y a certains critiques qui disent que si le livre a fait un échec, que cet échec il était mérité, et qu'en fait c'est surtout certains gros noms certains gros noms parisiens qui l'ont juste mis un peu plus en avant, et c'est pour ça qu'il a eu du succès. Comment tu réagis à cette critique-là qui a été faite? Je sais pas si je le précise bien, mais disons que c'est un livre controversé, L'écume des jours, quelque part. Oui. C'est vrai que L'écume des jours a fait un four, il faut être vraiment clair. Boris Vian a vécu une vie à 100 à l'heure. Il est mort très très jeune. Il était très malade. Et il a fait de tout. Il a fait aussi bien du cinéma que de la musique, que de la littérature. Et en tant que Boris Vian, parce que je vais séparer Boris Vian et Vernon Sullivan, en tant que Boris Vian, il a fait des fours. En tant que Vernon Sullivan, ça a été beaucoup plus mitigé. Je dirais qu'il a connu le succès, puisque Vernon Sullivan, c'est son nom de polar, pour lequel il a signé notamment J'irai cracher sur vos tombes. Et, ça vient de là. D'accord, ok. J'avais entendu cette phrase quelque part. Et en fait, c'est à la suite d'un pari qu'il a fait ce roman J'irai cracher sur vos tombes. Il avait parié avec son éditeur qu'il avait les codes pour pouvoir faire un succès en très peu de temps. Ils ont fait top là. Et il a pondu son livre en très peu de temps. Je sais plus, là par contre, je veux pas dire de bêtises. Et il s'est avéré que ça n'a pas réussi totalement au départ, jusqu'à ce que justement il y a la censure qui s'y mêle, et qui est aussi un crime qui a été commis, et on a trouvé le livre de J'irai cracher sur vos tombes juste à côté, donc ça a permis de faire un bad buzz, et ça a connu un succès, ce livre. Et lui, il était le traducteur, Boris Vian, de ce roman. Il s'est fait passer pour le traducteur de Vernon Sullivan, qui était un auteur noir américain. Et concernant maintenant, pour revenir par rapport à L'écume des jours, oui, ça a connu un four, et il était d'autant plus difficile ce four, c'est qu'il postulait à l'époque pour un grand prix, et c'était presque sûr, selon lui, qu'il allait l'avoir. Et c'est un recueil de poèmes d'un abbé, dont je ne sais plus le nom, mais je sais que c'était un abbé,
qui avait obtenu le prix, et il l'a eu très mauvaise. Et ce roman a connu un véritable four. Et c'était un roman qui, justement, reprend la codification de la pataphysique, très surréaliste, avec beaucoup de jeux de mots, beaucoup de jeux de sens, des mots valises, euh, et une histoire d'amour qui est au centre, qui est déchirante. Et lorsqu'il est décédé, il est mort dans une relative... en tant qu'écrivain bruysien, il est mort dans une relative indifférence, jusqu'à ce qu'arrivent les années 60. Et là, c'est vrai c'est pas forcément les grands noms, mais c'est une jeunesse, une nouvelle génération qui a redécouvert l'écrivain qu'il était et qui lui a permis de goûter à l'immortalité. Il y avait un côté contre-culturel, ils trouvaient un côté contre-culturel, parce que c'est vrai que 60 c'est une destinée assez libératrice, ils trouvent un côté contre-culturel dans les livres de Boris Vian. D'accord, c'est intéressant. Oui. Okay. Je pense que, sans aller jusqu'à dire que la critique était véritable et vérifiée et vraie pour l'époque, je dirais plutôt qu'il n'était pas né par rapport à son écriture à la bonne époque, pour qu'on naisse vraiment une bonne époque pour son écriture, et qu'il a rencontré sa reconnaissance au moment où il devait la reconnaître. Alors certains n'ont pas cette chance, mais il a connu son immortalité. Après, en sachant que l'immortalité, on la reconnaît, ça c'est mon impression, on la reconnaît que, ne serait-ce que dans la lecture d'un seul lecteur, qui a pu amener son expérience propre et dire à un moment à l'auteur, eh bien là, je me suis senti bien, j'ai aimé ce livre et je l'oublierai jamais. Ne serait-ce qu'un seul lecteur qui vous dira ça, vous avez l'immortalité. D'accord. Et pour revenir un peu sur ton parcours, comment tu as eu l'idée de... Excusez-moi, il y a mon chat qui est... Comment tu as eu l'idée de La Balafre 2 ? Est-ce que tu as... Parce que tu as dit que tu as rajouté... tu as fait allusion au fait que tu as parlé de tes expériences passées, de certains troubles que tu as eu de certains problèmes que tu as eu durant le passé, et tu les as reflétés dans ce livre-là. Est-ce que c'était juste Est-ce qu'il y avait juste un côté cathartique, ou il y avait une autre ambition derrière ce bouquin ? Alors, il y a eu multiples ambitions. Je t'écoute. Il y a eu ambition cathartique, certes, puisque c'est une biographie... une autobiographie cachée. Mais bon, de toute façon, tous les auteurs, d'une manière ou d'une autre, écrivent sur ce qu'ils connaissent. Ça, je confirme. Il y a toujours plus ou moins un côté cathartique. Mais là, pour le coup, je ne la cache pas du tout. Il y a un côté... Je m'empare de tout ce que je sens dans notre époque, qui est un peu le côté... très anticipation, très dystopie, très tout ça. En fait, c'est un roman qui a tellement pris d'années, il a pris plus d'une décennie à être écrit, qu'il y a certaines choses que j'avais senties à l'époque et je me disais, ça va arriver dans pas beaucoup de temps, et ben, sont passées entre-temps et sont maintenant aujourd'hui du lieu commun. Et il faut savoir qu'au départ, c'était pas censé être un roman à proprement dit, c'était censé être un recueil de poèmes. D'accord. Il devait s'appeler Exaltation de la Croix. Et ça devait être un roman-poème. Et finalement, au fur et à mesure, je me suis dit, je vais changer ceci, je vais changer cela. Et comme je l'avais dit que j'écrivais beaucoup de poèmes en vers libre, cette sorte de poésie, ces images poésiques, ces métaphores se sont mêlées pour en faire des paragraphes, pour en faire des chapitres. Et au fur et à mesure, on s'est retrouvé avec une trame beaucoup plus romanesque. Et je me suis dit que ça pouvait être décliné en d'autres manières. Et ça a commencé au départ par une pièce de théâtre musicale qui s'appelle Quand le ciel vomira ses anges. Et qui a d'ailleurs qui a failli connaître sa mise en scène. Bon, pour des raisons diverses et variées, on n'a pas pu mettre en scène
la personne avec qui je travaillais, qui s'appelle François Fidry, je peux le citer parce que on est en train de retravailler dessus. Et il y a pas de souci. Et donc, on travaillait au niveau de la mélodie ensemble, et j'avais écrit tout ce qui était de la pièce de théâtre, de l'ordre de la pièce de théâtre, et qui se passe avant, donc en tant que préquel, avant la balafre de Dieu, mais qui doit intervenir après la balafre de Dieu, pour une sorte de logique. Un peu comme si on faisait une enquête à la Colombo. Colombo, on voit tout de suite le meurtre, et après on essaye de voir la méthodologie de Colombo pour essayer de faire avouer au coupable son meurtre. Donc, quand le ciel vomira ses anges, on évoque l'histoire de Orphée et Eurydice. Ah! Et oui, c'est un mythe grec qui me touche énormément. Oui, mais je connais un peu parce que je lisais beaucoup les mythes grecs quand j'étais petit, donc ouais. Et donc, dans un monde totalement absurde, dans une ville qui s'appelle Mythopolis, et qui est empreint de surréalisme, justement, d'onirisme, avec les mythes qui se battent là, à droite, à gauche, avec tous les mythes connus. Et il y a le FLR, le Front de Libération de la Réalité, qui est évoqué déjà dans la balafre de Dieu, qui petit à petit va tuer tous ces membres des légendes, des mythes, tout ce qui fait référence au rêve, pour aseptiser au maximum la réalité. Donc, c'est vrai que la balafre de Dieu est une dystopie, puisqu'on évoque un monde sans rêve, sans sentiment, mais il y a quand même une base qui est de l'ordre du surréalisme, de l'ordre de l'onirisme, de l'ordre un peu pataphysique aussi sur les outils, puisque j'utilise beaucoup les mots valises, j'utilise beaucoup les jeux de sens, les jeux de mots, des jeux visuels sur le roman. J'essaye que ce soit ludique, mais pas de ludique pour juste du ludique, juste c'est pour essayer d'amener le lecteur dans une expérience qu'il va accepter ou non, mais qui lui sera propre. Il va amener son propre passé, et la marier avec ma propre vie. D'accord. Et du coup, ce mélange de genres que tu as voulu opérer avec la balafre de Dieu, tu l'avais fait dans les précédents recueils ou c'était quelque chose de totalement nouveau pour toi? J'ai toujours... je pourrais pas dire que je l'ai pas fait, ça serait mentir. Je me suis toujours laissé guider par ma plume. En fait, j'ai commencé très tôt à faire des mélanges de genres. Et lorsque j'ai fait ces mélanges de genres et que je faisais lire un peu à mes copains de l'époque, on me disait à chaque fois, mais c'est pas possible, tu peux pas. Et ça me servira juste après pour préciser quelque chose au niveau actuel. Tu ne peux pas, ça ne se fait pas. Le ça ne se fait pas, et même mes parents, quand je leur faisais lire, ça ne se fait pas. Il faut être cadré. Et donc, moi, je comprenais pas. Moi, j'étais un enfant, moi, je voulais écrire ce que mes rêves me dictaient. C'est presque une dictée. C'est presque un ordre que me donnaient les rêves et auquel je cédais. Une injonction, et donc, je continuais à faire, et on me reprochait à chaque fois, on me disait non, c'est pas possible, tu ne peux pas. Jusqu'à ce que j'arrive en classe de 3e. Et en classe de 3e, je me suis retrouvé face à une prof que tout le monde disait, ouais, bon, je ne citerai pas le nom de la prof parce que tout le monde, sinon la pauvre, elle va être triste, mais moi, je l'aimais bien. Promis, je vais dire pourquoi je l'aimais bien. On l'embrasse, madame, si elle nous regarde. et salut John qui vient nous rejoindre. Mais on salue madame si elle nous regarde. Salut. Et tout le monde disait, oh, c'est une peau de vache, tu verras. Et ils avaient pas fait le distinguo entre l'annotation et la personne qui donne le goût de la littérature. Et je me suis retrouvé face à une prof qui, le premier jour, nous dit, vous allez étudier Ravage de Barjavel, vous allez étudier
Baudelaire. Vous allez étudier l'écume des jours l'écume des jours de Boris-Vian. Vous allez étudier Tristan et Iseut. Et j'en passe, c'est les meilleurs. Et j'écoutais ces noms, et à chaque fois qu'elle racontait, elle donnait envie de lire ces livres. Et elle arrive face au livre qui est L'écume des jours, et elle dit, ne vous attendez pas à une histoire qui soit lisse, une histoire qui soit carrée. Vous allez avoir à faire un livre où vous ne devrez pas être étonné, où quand il y aura une anguille qui sort des tuyaux, eh bien, vous devez le prendre tel quel. Les codes sont différents. Donc voilà, les codes sont différents. Et elle disait, on peut faire ceci. Et là, moi, j'ai gardé cette phrase, on peut faire ceci. Alors je me suis dit, bien sûr, sans me comparer à Boris Vian, je me suis dit, si lui peut se permettre de faire ceci, si d'autres peuvent se permettre de faire cela, pourquoi moi, à ma petite échelle, je ne peux pas me permettre de rêver comme je le souhaite, puisque c'est de l'ordre du rêve. Et le rêve est de l'ordre de l'imaginaire, et l'imaginaire, pour moi, c'est presque un synonyme d'infini. Totalement. Alors pourquoi caser l'infini? Pourquoi le casser? Pourquoi le limiter? Je ne peux pas. Et surtout, même, Donc, même dans la littérature jeunesse, il y a certains trucs qui sortent d'esprit quand même assez excentriques. Moi, je me rappelle d'avoir lu à l'époque, je ne sais pas si ça parlera à Lucas ou à quelqu'un dans le chat, ou même à toi, Francis, mais j'étais tombé sur un livre qui s'appelait les Contes de la rue Broca par Pierre Gripari. Et c'était, enfin, il y a littéralement une histoire où t'as une nana qui se fait punir, elle crache des serpents par la bouche, et l'autre elle crache des perles précieuses. Enfin, c'était un truc assez, j'étais là en mode d'accord. Même déjà quand j'étais gamin, je me suis dit ok, bon le mec il a de l'imagination, on va pas lui retirer ça. Donc, mais déjà à l'époque, on essaie de franchir justement les limites du figuratif en littérature, si je peux dire comme ça. Et tout ça pour en revenir à, j'avais dit que je le mettais de côté, cette phrase, par rapport à ce qui se passe actuellement. Je me retrouve confronté parfois, heureusement qu'il y a des maisons d'édition qui m'ont ouvert la porte, telles que Musée d'édition, mais je me retrouve confronté parfois lorsque je présente mes livres à c'est pas possible, lorsque je discute avec les éditeurs, c'est pas possible, là on ne peut pas, ça ne rentre pas dans une case. Alors je conçois, puisque j'ai moi-même travaillé dans une maison d'édition, je conçois qu'il faille aller au-devant du lecteur et que le lecteur se sent rassuré par rapport à une case. Parce qu'on est face à une personne qui a besoin de savoir à quoi il a affaire. La quatrième de couve, d'ailleurs, sert pour cet exercice à rassurer ce lecteur, à l'intriguer, à faire en sorte qu'il vienne vers cette lecture. Mais, pour moi, un auteur doit aussi secouer. C'est même le rôle de l'art en général, doit savoir secouer le lecteur. Et ça passe parfois par un mélange des genres, ça passe parfois par une nouvelle manière de concevoir, ça passe parfois par de nouveaux concepts. Et il y a tellement de choses qui ont été faites, et bien faites, par des auteurs précédents. Alors pourquoi ne pas essayer de prendre, à titre d'hommage, comme le fait Quentin Tarantino au niveau filmographique, il prend à titre d'hommage d'héritage certaines choses et il fait sa propre tambouille, par-ci, par-là, et il va construire. Après, c'est plus ou moins réussi, et je conçois qu'il divise, mais au moins, dans cette division, il n'y a pas de bof. On en parlait en off tout à l'heure. Le bof, pour moi, c'est la pire des choses. Moi, c'est on me déteste, on m'aime. Moi, le bof, j'en veux pas. Quand on me dit, bah, ton livre, c'était bof, pour moi, j'ai foiré quelque part. Quand on me dit, j'ai lu tout ton livre, déjà, ce qui est une très bonne chose, mais j'ai pas aimé, je me dis, bah, et pour telle ou telle raison, je me dis, au moins, j'ai réussi à évoquer telle ou telle raison dans cette personne. J'ai aimé pour telle ou telle raison, et ben, j'ai secoué la personne de manière positive, d'une autre manière. Mais ça me rappelle, moi des fois je demande à, je croise de plus en plus je vois de plus en plus de gens, même dans ma propre famille, qui me disent ouais du coup j'ai lu ton livre,
Et je lui dis, hein, comment tu as interprété, l'histoire? Et là, tu vois qu'ils ont les yeux écarquillés quand ils essaient de se remettre dans le bouquin. Et moi, sur le moment, j'éclate de rire hein, parce que je me suis dit, bon, au moins, je les ai pas laissés indifférents. Mais ouais, non, mais tu parlais de Tarantino, c'est vrai que c'était le fausseur de film. Moi, je suis un fan de Tarantino, c'est mon réal préféré. Mais c'est vrai que ces films, le fausseur de film l'avait bien défini. Il avait dit, c'est devenu des gros trivial poursuites. C'est bourré. Kill Bill, c'est que ça. C'est que des images, c'est que du copier assemblé, enfin du montage assemblage de copies de plans qu'il a vus dans d'autres films. Il y a toute une compilation qui montre à qui il a emprunté tel ou tel plan, et le mec il le revendique quoi. Donc on peut pas l'accuser de plagiat. Il dit oui c'est vrai, ça vient de tel film ou tel film. Donc t'es là, bon bah s'il assume. Et est-ce que tu as rencontré des contraintes particulières lorsque tu as essayé de faire ce mélange? Ou est-ce que tu as retrouvé... C'est quoi les plus grosses contraintes que tu as rencontrées durant la réalisation du livre, et principalement celles liées à ce mélange entre surréalisme et SF? Alors, la limite, justement, c'est lorsqu'on se lance dans un tel défi, c'est justement les limites de son avantage. J'ai le droit d'aller au plus loin de mon imaginaire, et la limite, c'est que attention à ne pas aller trop loin dans l'imaginaire, au risque de perdre le lecteur. C'est parce qu'on finit dans la private joke. Et l'intérêt, c'est qu'on ne finisse pas dans la private joke. L'intérêt, c'est d'amener quand même le lecteur à un moment ou à un autre à venir avec nous, à faire une balade. Après, lui, il nous dit, ah bah tiens, j'ai compris de cette manière ces mots-là, j'ai compris de d'autres manières cette idée-là. D'accord, mais si à un moment il est complètement perdu à la ramasse et qu'il se dit, bon bah là, il s'est écrit une histoire que juste pour lui-même, pour se faire plaisir à lui-même et pour faire plaisir à Pépé ou Mémé, là, c'est pas bon. Ouais, c'est un peu comme c'est un peu comme quand tu joues, je sais pas si tu connais ce jeu Minecraft, mais en fait il y a des gens qui essayent d'aller plus loin pour essayer de toucher les limites de Minecraft. En fait, le plus loin ils allaient dans le jeu, le plus l'algorithme n'avait plus à suivre et générer des trucs totalement, et en fait le jeu n'avait plus à suivre. Et en fait c'est pareil, c'est-à-dire faut pas aller trop loin, sinon le lecteur est totalement égaré quoi. Faut essayer quand même de s'imposer certaines, en gros c'est ça que tu fais, c'est que quand même tu te donnes certaines contraintes pour pas aller trop loin dans ton imagination, c'est ça que tu veux dire? Alors j'essaye de pas m'en laisser, mais lorsque je fais la relecture, forcément je vais être dans une relecture plus critique. Je vais essayer de me mettre à la place, si ce n'est à la place de l'éditeur, à la place du lecteur, pour me dire, là, il va être perdu. Je sais qu'avec La Balafre de Dieu, notamment les premières pages, je prends un risque énorme, parce que je ne donne pas les codifications telles qu'on est habitué à les donner aujourd'hui dans la dystopie ordinaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans une dystopie dite ordinaire, on va prendre par la main le lecteur. Monde a changé. Il est de ceci, on est en 2000 et quelques. Et puis les méchants ont pris le pouvoir. Et puis ceci et puis cela. Non, moi j'ai commencé La Balafre de Dieu. Je vais prendre ceci. Je vais prendre le petit 5-6 pages. Ça c'est l'édition originale, c'est ça? C'est l'édition originale. Édition underground, ok. Si tu veux le montrer à la caméra, tu peux. Hop. Okay. Avec une couverture de Sénéphine, je précise. Donc, petit à petit, l'oisiveté fait son nid. Proverbe du jour tiré du quotidien au coin harmonisien. Et là, je vais juste lire deux lignes. L'éplucheur de lune sursaute soudain. Son réveil s'est mis à vibrer dans la poche intérieure de son pantalon. L'homme étouffe un râle de plaisir, rougit, et se dépêche d'éteindre l'appareil insistant. Trop tard. Le mâle a signé le tissu. Il aura de la lessive à faire. Voilà. Déjà, on commence par un éplucheur de lune. Qu'est-ce qu'un éplucheur de lune? Et je continue avec des jeux de mots, avec des images, et des choses comme ça. Et on se demande tout de suite, pour celui qui n'a pas l'habitude, mais où il nous amène? Alors, est-ce qu'on accepte d'être amené, ou on se lance dans une aventure d'un autre genre, avec un livre où c'est une zone de confort? Ben là, j'essaie de briser cette zone de confort. Mais tout en amenant les choses petit à petit. Hein. Je ne vais quand même pas tout balourder
d'un seul coup au risque de perdre et d'être, comme je disais, dans la private joke. J'essaye quand même d'amener petit à petit et de faire en sorte que les codes apparaissent pour le lecteur et qu'il arrive à s'identifier et au personnage et à cet univers, puisque le héros de l'histoire ne sont pas forcément les personnages, mais l'univers, par l'intermédiaire de la ville qui s'appelle, le pays qui s'appelle l'Harmonésie. Mais après, quand tu parles, après, il y a même quelque chose d'accrocheur, parce que c'est vrai que quand tu parles d'éplucheur de lune, c'est ça, t'avais dit? Oui. Éplucheur de lune, le lecteur, il a... Ah, et il va aller plus loin, parce qu'il se dit, éplucheur de lune, c'est pas un truc qu'on voit tous les jours, quoi. Donc, à la limite, est-ce qu'il n'y a pas un côté accrocheur, justement, vis-à-vis de ça? C'est très, ça divise beaucoup. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, c'est quoi un éplucheur de lune? Pourquoi tu nous balances ça? Qu'est-ce que c'est? Non, je ne donnerai pas les codes tout de suite. Ça sera au fur et à mesure. Alors que d'autres m'ont dit, il y a un côté poétique, j'aime bien ce côté poétique, j'aimerais bien en savoir davantage. Donc là, c'est là où j'ai affaire aux deux parties et où je veux éviter le plus possible le bof. D'accord. Et sinon, à l'inverse, quels ont été les moments qui t'ont le plus, sur lesquels t'as pris le plus plaisir sur ce livre? Est-ce qu'il y a des éléments, enfin forcément, t'as pris plaisir à lire ce livre, mais est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, là franchement je m'éclate? Alors, que ce soit Lucas pour l'avoir lu ou Cassandre pour me lire et me relire actuellement sur le travail que j'effectue sur la version augmentée, le Writer's Cut de La Balafre du Dieu, c'est énormément sur les jeux de mots et les métaphores. Des fois, je pars, j'aime bien me faire des petits délires, mais qui, encore une fois, ne doivent pas relever du délire juste perso. C'est des petits délires qui, à chaque fois, doivent être des petits pics portés à l'égard de la société. Je suis comme une sorte de sociologue, sans le diplôme, hein, mais tout auteur doit avoir ce regard sociologique, psychologique, tout en logique, archéologique, tout. Il doit avoir ce regard et apporter sa propre matière, sa propre expérience pour une critique sociale et sociétale. Et donc, moi, j'aime bien utiliser l'humour noir, l'humour absurde, d'où le côté Terry Gilliam, d'où le côté les Monty Python en plus large, ou Terry Pratchett aussi, le côté un peu anglais, quoi. D'ailleurs, t'en as pensé quoi de son film L'homme qui tue Don Quichotte, qui est sorti après des années et des années Moi, je l'avais bien aimé, mais je sais qu'il y a plein de gens qui l'attendaient, qui ont été ultra déçus. Le Don Quichotte. Alors, j'ai été déçu. Pourtant, j'aime beaucoup Terry Gilliam. Je me faisais une telle joie, surtout lorsque j'ai vu son documentaire, de ce que ça pouvait être. Lost in La Mancha, on rappelle? Ouais, Lost in La Mancha, quand il y avait Jean Rochefort, il y avait un casting avec Johnny Depp, il y avait tous ces plans je me suis fait un peu comme certaines fois les personnes qui passent du livre au film, on se fait une idéalisation, une image d'un livre avant de passer au film. C'était la même chose, cette même impression. Lorsque je me suis fait cette idéalisation de ce film qui était Lost in La Mancha, en me disant ça va être chouette s'il fait exactement ce qu'il avait prévu dans justement Don Quichotte. Et quand je suis arrivé dans le cinéma, déjà on était 3 Pékins, mais ça ne veut rien dire, on peut avoir des super films avec 3 Pékins. Et j'étais à me dire, mince, j'ai des longueurs. Et je n'étais pas habitué parce que franchement, Terry Gilliam m'a ébouriffé, époustouflé avec Brasil, dont je fais le gros clin d'œil quand même dans La Balafre de Dieu. Le Brésil a été vraiment une grosse référence. Là, j'étais déçu, quoi. Je me retrouvais à quelque chose qui était loin de mes attentes et loin de l'idéalisation que je m'en étais faite avec Lost in La Mancha.
Mais moi, le seul truc que j'ai vu Terry Gilliam, c'est ce film-là, et il y a une scène de l'armée des 12 singes, et je me dis, faudrait que je mate le film. C'est la scène où on voit le personnage de Brad Pitt pour la première fois, mais j'ai toujours pas vu le film. Je sais qu'on m'en dit, on m'a Ah, dit l'armée beaucoup des de douze bien, singes. on m'en a dit beaucoup de bien, mais rien que la scène avec Oh. Brad Pitt, je me dis, ok, ce film a l'air dingue. Ah, il est génial, l'armée des deux singes. En plus, c'est quand on voit que ça part d'un court métrage qu'il a jeté, et c'est pas simple de faire quelque chose d'aussi vaste et d'aussi coloré. Et il se renie jamais, de toute façon, Terry Gilliam. On reconnaît tout de suite sa patte, hein. C'est un réalisateur comme peu d'autres, où dès qu'on voit les premières images, on dit ah, ça, c'est tel réalisateur. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que je souhaite, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, c'est quand on me lit, on me dise, tiens, le style là, il est comme ça doit être du Francis. Hmm. D'ailleurs, je suis toujours en travail de mon style. Ça, c'est un style que je travaille depuis des années, que je travaillerai jusqu'à ma mort. C'est travailler son style, c'est comme travailler sa manière d'être. On apprend toujours à être. Donc voilà. D'accord. Du coup, attends. Ouais. Du coup, tu avais sorti La Balafre de Dieu en 2015. Oui, Là, il va être réédité. 9 ans oui. plus tard, quel bilan tu tires de cette expérience-là, de l'expérience sur La Balafre de Dieu? Alors il faut savoir que pour moi c'est une expérience beaucoup plus longue. Comme je dis, j'ai travaillé pendant 14 ans en fait sur ce livre. Depuis les premiers poèmes que j'ai écrits dans l'exaltation de la croix au dernier point qui a été porté sur la balafre de Dieu, 14 ans en tout se sont écoulés. C'est énorme. Puisque Pour reprendre Terry Gilliam, il avait expliqué quand il bossait sur le Don Quichotte, il a dit je veux gravir l'Everest, j'y suis toujours pas arrivé, je suis chez moi et je vois que la montagne est toujours là et ça me travaille quoi. Donc c'est un peu pareil. c'est tout à fait ça. Et entre-temps, il y avait, comme je l'ai évoqué, il y a eu Quand le ciel vomira ses anges qui se sont greffés et quelques poèmes. Donc ça fait presque un triptyque. C'est un diptyque plus des poèmes qui sont entre-temps sur Orphée et Eurydice. Euh, donc j'ai beaucoup avancé dessus. J'ai mûri sur le style. J'avais la version augmentée. Pourquoi elle est augmentée? C'est parce qu'au départ, j'avais prévu une version beaucoup plus longue et finalement, j'en ai coupé pas mal. D'ailleurs, il y a toujours des petits bouts coupés, mais que je ne trouve pas assez pertinents pour être rajoutés dedans. Alors que d'autres bouts, je les trouvais maintenant pertinents et j'avais la capacité stylistique de pouvoir les réinsérer à l'intérieur. Et en plus, comme je suis aidé par Musée Édition dans ce travail, ça m'a permis d'avancer en toute confiance. Donc l'expérience était positive et s'avère d'autant plus positive que là, j'ai l'impression de pouvoir mettre un terme à cette ascension de l'Everest, comme tu l'évoquais, que ce soit par le biais de la balafre de Dieu en version augmentée, et si possible, par la sortie après de Quand le ciel vomira ses anges, qui, il faut le savoir, est aussi musicale, donc avec incrustation par le biais de QR code, possiblement, dans le livre. D'accord. Et tu dis justement que c'est un film sur... enfin, c'est un livre... C'est le lapsus révélateur. C'est un livre sur lequel tu travailles depuis autant d'années. Est-ce que, du coup, pour reprendre ce qu'avait dit Terry Gilliam lorsqu'il a fini Don Quichotte, tu te retrouves... il avait dit, j'ai bossé tellement de temps sur ce film, maintenant que j'ai fini ça, je sais pas ce que je vais faire après, quoi, parce que j'avais passé tellement de temps. Est-ce que tu as un peu ce côté... comment dire, ce côté un peu vide suite à un projet qui t'a demandé tellement de temps de création? Quand j'ai fini la première fois, parce que je dis la première fois parce que là je le retravaille, donc pour moi je suis retourné dedans. C'est ça, oui. Euh, quand j'ai fini la première fois la balafre de Dieu, oh ben, vu le nombre d'années que j'avais passé, j'avais vu naître mes enfants entre temps, j'avais connu mon ex-femme entre temps, toute ma vie à côté était passée, mais j'étais tout le temps face à cet univers qui végétait dans ma tête. Bah, j'ai pleuré, j'ai craqué, hein. Bien Et que sûr. même mon ex-femme m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive?
j'ai fini, ça y est, j'ai mis les dernières lignes. C'est compréhensible. C'est compréhensible. Un projet qui te prend autant de temps, et forcément, à un moment donné, c'est l'émotion, c'est normal. Donc j'ai craqué. Bon, ceux qui me connaissent diront, bon, il pleure pour rien en même temps. Mais non, ça m'avait bouleversé. Et là, je n'ai pas ressenti franchement un vide. J'ai ressenti et un soulagement et en même temps cette sensation. Là, je peux en parler en connaissance de cause. Lorsqu'on a un enfant et qu'il faut le laisser grandir tout seul et le laisser partir de sa maison et vivre ses propres expériences. C'est un peu cette sensation que j'ai connue. Il faut accepter bon gré mal gré que c'est vivre sa propre expérience avec quelqu'un d'autre, qu'il vive avec quelqu'un d'autre, qui s'agrandisse, qu'il existe d'une autre manière avec quelqu'un d'autre. C'est très étrange. Et donc maintenant, là, il est revenu un peu à la maison, j'essaye de le peaufiner, c'est un peu l'enfant prodigue, j'essaye de faire en sorte qu'il soit encore plus beau pour qu'il ressorte, et en plus accompagné par son petit frère, ou sa petite sœur, hein, je veux pas... Mais j'ai déjà d'autres idées par ailleurs, je ne suis pas totalement... vide d'imagination, donc je ne suis pas vide quand je finis quelque chose. La page de l'harmonésie se tournera lorsque j'aurai fini Quand le ciel vomira ses anges, qui est donc le préquel, mais j'ai déjà d'autres idées d'histoire dans la tête, que ce soit en littérature blanche ou en polar. D'accord. Eh ben, on te souhaite le meilleur pour la suite, et c'est sur ce bilan qu'on va pouvoir conclure cet épisode de Radio Dojo. Est-ce que tu as quelque chose à dire, un petit mot pour la fin? Un tout petit mot. Ouais. Juste pour vous dire que je serai, si c'est possible, moi-même et des auteurs, nous faisons partie d'un frisson festival ce week-end à Reims. Donc c'est un salon autour de tout ce qui est paranormal et horreur et fantastique, qui aura lieu à l'hippodrome de Reims les 26 et 27, et pour lequel je vais présenter avec des auteurs divers et variés. J'ai participé en tant qu'autonologiste autour des histoires de dinos. Ceux qui connaissent sauront de quoi je parle, et c'est encore un mélange de genres. Voilà. D'accord. Eh ben, tu me passeras le lien de l'événement et on le mettra dans la description de la rediff. Également le lien vers ton Babelio pour ceux que ça pourrait intéresser. Et si tu as d'autres liens que tu veux que je mette en rediff, tu me les envoies. Et on mettra également le lien vers la balafre de Dieu quand il sera réédité. Lucas, tu penses à me l'envoyer quand c'est terminé? Lucas, du coup, notre éditeur en commun. Et bah écoutez, c'est sur ces mots qu'on va conclure Radio Dojo. J'espère que ça vous aura plu. Rendez-vous. Donc merci à vous déjà d'y avoir assisté. Merci à toi, Francis, d'avoir accepté l'invitation. Merci. Et beaucoup. Il n'y a pas de souci. Donc, le prochain Radio Dojo, c'est dans 2 semaines, comme d'habitude. Donc, même jour, même heure. Je ne vous donne pas le nom de l'invité, je vous le réserve pour la veille, comme vous savez. Je vous souhaite une excellente soirée, et je vous dis à la prochaine. Salut les frolos! Ciao!